Contribue à la renaissance de son club, les Dallas Mavericks. À toi la pamplemousse, à moi, non, à toi. Wow, Michael, super. From coast to coast. Get that, baby. Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée et utilisez notre chaîne YouTube pour écouter l'émission, mais aussi pour échanger avec nous. Envoyez-nous vos questions et vos commentaires, ça nous fait super plaisir d'échanger avec vous. On démarre la saison difficilement à Dallas, c'est compliqué. Mais pour débriefer et pour analyser les 3 premiers matchs de la saison, je suis comme d'habitude avec Quentin. Salut Quentin, alors je vais t'avouer que moi, je suis en mode panique. Est-ce que j'ai raison de paniquer déjà ou alors est-ce que je suis en surréaction seulement après 3 matchs de saison régulière ? Salut Barn, salut tout le monde. T'as raison, il y a de quoi être inquiet. Après, il y a quand même des choses qui ont été confirmées par rapport à certaines inquiétudes qu'on pouvait avoir au niveau de la création, etc. Donc je dirais pas qu'il faut être extrêmement inquiet. Peut-être que ça nous ramène un peu plus au niveau de ce que nous sommes vraiment en l'absence de Kyrie Irving pour le moment. C'est pas la catastrophe, mais c'est quand même vraiment pas la joie non plus. Comme d'habitude, je suis également avec Nico. Nico, on a été ensemble, on a eu la chance d'aller à l'American Airlines Starter vendredi. Malgré la défaite, c'était cool de retrouver les Mavs en direct, en vrai. Ouais, salut Barn, salut tout le monde. Effectivement, on a eu le plaisir d'aller au match vendredi soir, en plus très bien placé, donc on a pu voir l'action de très près. Bon, c'était un peu moins fun de voir la tournure du match et du coup la défaite des Mavs contre les Wizards, mais c'était très cool de voir les Mavs d'aussi près. Je vais être nuancé, moi, je vais essayer d'être nuancé, ce qui n'est pas mon fort ce soir, où j'étais au fond du gouffre jusqu'à hier 18h. Et des espoirs quand même qui reviennent avec cette belle victoire hier. On va reparler, donc on va parler de ces 3 premiers matchs de saison régulière. Il faut savoir que c'est le 27 septembre aujourd'hui. On enregistre juste avant le match de ce soir qui est contre Oklahoma City. Donc bien sûr, toutes nos analyses, tout ce qu'on va dire, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Peut-être qu'on va être bien surpris sur ce match contre Oklahoma City. Mais on va revenir sur les 3 premiers matchs de la saison. Je rappelle un peu les faits. Le premier match contre San Antonio, défaite 125-92. On se prend 30 points dans la musette par un Victor Wembanyama stratosphérique. Ensuite, deuxième match contre Washington. On perd 117-107. Encore une défaite qui fait mal. Et puis hier... enfin une victoire contre Toronto, 139-129. Une victoire qui fait du bien, une victoire qui s'est dessinée en deuxième mi-temps. On va analyser tout ça, mais j'aimerais qu'on commence avec cette attaque. Alors, l'attaque des Mavs, elle a un rating de 106, c'est-à-dire 106 points par 100 possessions. C'est la 29e attaque de NBA après 3 matchs. On savait que l'attaque, ça allait pas être le point fort des Mavs, mais là, quand même, c'est hyper compliqué. C'est pas juste de la maladresse. Comment expliquer ces problèmes en attaque, Nico ? Est-ce qu'il ne faut pas regarder du côté de Jason Kidd et de son 5 de départ ? Il y a plein de choses à dire. La première, déjà pour moi, un truc qui est assez central, c'est la créativité. Et c'est assez centré autour du poste du meneur de jeu. Donc clairement, moi, je vais prendre parti pris tout de suite. Coupe, je déteste cette idée-là. Même si le garçon montre beaucoup de talent, au bout du 3e match, je suis déjà méga convaincu. Cette expérience de la créativité Cooper Flag, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. En tout cas, moi, je trouve que ce n'est pas le meilleur service à lui rendre. Je comprends qu'on veut le mettre dans le 5, mais ce n'est pas ce que je ferais. Je rappelle le 5 de départ quand même. Lively en pivot. Ensuite, on a Anthony Davis, PJ Washington, Cooper Flag et Klay Thompson. Quelle est l'idée de Jason Kidd derrière ce 5 de départ, Quentin ? L'idée, c'est que comme on n'a pas vraiment de créateurs qui ont le calibre pour être titulaires, il s'est dit que je vais mettre les joueurs qui méritent des titulaires selon donc l'expérience pour par exemple Klay Thompson ou le niveau pour les autres, on va dire. Et en fait, il part du principe que c'est trop faible ce qu'il a aujourd'hui en solution en meneur pour mettre titulaire. Du coup, on parle beaucoup de l'expérience Cooper Flag meneur qui est un échec. Mais en fait, c'est pas que Cooper Flag, c'est l'expérience PJ Washington, Klay Thompson. En fait, juste le fait qu'il n'y ait pas de meneur. Et comme aujourd'hui, quand le 5 de départ il est présenté, c'est Cooper Flag qui est à côté de la ligne point guard.
on a tout de suite cette idée de c'est très mauvais en meneur, mais c'est plus global que ça. C'est juste qu'il n'y a pas de création et donc ça confirme les doutes. Donc c'est surtout ça en fait, je pense, qui est derrière Jason Kidd, c'est et puis ça a été vu, je pense, lors du deuxième match où il fait quasiment pas jouer D'Angelo Russell. Il pense aujourd'hui que D'Lo n'a pas l'étoffe d'un titulaire en NBA et il ne se voit pas pour l'instant sortir un Klay Thompson ou un PJ Washington pour faire rentrer un D'Lo ou encore pire un Ryan Nembhard. Encore pire, je parle par rapport au statut, pas par rapport au niveau. Donc pour moi c'est ça, derrière l'idée de ces 5 titulaires. Quentin, dans le premier match, ce qui était super frustrant, c'est qu'il y a ce 5 de départ sans meneur. Et ensuite, dans le deuxième quart-temps, je ne sais plus exactement, on a des line-up avec tous les meneurs d'un coup. Ouais. Enfin, Nico, tu l'avais bien dit, je crois, la dernière fois. On comprenait rien à ce qu'il faisait, Jason Kidd. Moi, c'est un problème de hiérarchie, en fait, plus globalement. Moi, c'est un des premiers trucs que je lis, c'est au-delà du choix là qu'on a décrit, c'est surtout le manque de clarté dans la hiérarchie. Normalement, tu sais, tu fais une pré-saison et tu as une idée à peu près de ta hiérarchie. Qui sont tes 5 joueurs de ton 5 de départ. Tu as une rotation qui est à peu près claire sur ton top 8, 9, 10 en fonction d'où tu veux aller. Là, je trouve que c'est très flou. La place de Ryan Nembhard est très floue. La place de D'Lo est très floue. On passe de je joue 8 minutes à je joue 30 minutes. Nembhard qui est propulsé très vite en fait lors du premier match, assez surprenant, qui joue quasiment pas hier soir. Enfin, je trouve qu'il y a peu de clarté en fait dans la hiérarchie dans l'équipe et je pense que ça n'aide pas. Et je veux juste revenir moi sur le 5 de départ. Je comprends ce que tu dis, Quentin. Moi, le grand problème aussi que je vois, c'est que c'est au-delà du manque de créativité globale. On a des joueurs qui sont capables de se créer des shoots sur le terrain, qui sont assez talentueux pour faire des choses quasiment par eux-mêmes, sauf Klay Thompson. Moi, je trouve que ça pose un énorme problème pour Klay Thompson, qui n'est pas un joueur qui est capable de créer tout seul et qui, du coup, se retrouve complètement inutilisé parce qu'en fait, on n'est pas capable de le trouver. Et clairement, Klay Thompson, en 2025, c'est catch and shoot. Hein, c'est tout ce qu'il peut faire à peu près. Hein. Et donc, ça pose un problème parce que faiblesse à la création, faiblesse à la main. Et je trouve que ça pose un problème Klay Thompson qui, du coup, est très, très mal utilisé, pour rester gentil. En gros, Klay Thompson, on l'a fait venir pour jouer à côté de Luka. Mais là, visiblement, on n'a plus Luka. Donc, est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'il devrait être dans le 5 de départ, Quentin? Alors, pour le coup, je suis pas trop d'accord avec Nico. Pour moi, en fait, dans le 5 de départ, il y a qu'un joueur qui sait vraiment se créer des tirs efficacement. Il y a une grosse différence de savoir se créer des tirs et savoir les créer efficacement. C'est Anthony Davis. Derek Lively, il s'est pas créé pour lui-même. PJ Washington, il fait un peu mieux, il s'est amélioré depuis un an, mais on n'est pas en termes d'efficacité, c'est pas exceptionnel non plus. Et Cooper Flag, évidemment, il débute, mais on l'a vu, il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup aussi de mauvais tirs qui sont pris. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a qu'un vrai joueur qui sait se créer efficacement pour lui-même, c'est Anthony Davis. Et je suis d'accord aussi avec ce que tu dis sur Klay Thompson, 100% aligné. Donc en fait, c'est vraiment un problème de créativité parce qu'on a trop peu de joueurs qui savent se créer des choses pour eux-mêmes de manière efficace. Et on arrive à un problème qui, je pense, va se poser dans les semaines à venir. Va falloir faire un choix au niveau de la line-up. Et je pense qu'il va falloir choisir entre PJ, Klay ou Lively. Un des trois qui va sortir. Parce que ça peut pas être AD, ça peut pas être Cooper Flag. Et je pense pas que ce serait Lively parce qu'on sait que AD il aime bien de poste 4, etc. Donc je pense qu'il va falloir faire un choix entre Klay et Lively et PJ Washington. Il y en a un des deux qui doit sortir. Ça ne fonctionne pas en termes de créativité pour moi ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est pas déconnant aussi d'avoir fait jouer Nembhard sur les premiers matchs. Mais dites-vous bien un truc, c'est que au niveau les 5 de départ en NBA, c'est très important au niveau de la hiérarchie, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on pourra pas avoir un Ryan Nembhard titulaire pour l'instant. Voilà. Globalement. Je donne une stat. Contre San Antonio, 16 pertes de balles. Contre Washington, 21 pertes de balles. Et contre Toronto, malgré la victoire, 20 pertes de balles. Contre Toronto, en troisième quart-temps, il y a eu une perte de balles. Et c'est là où ils ont réussi à creuser l'écart et à gagner le match finalement. Alors, il faut résoudre ces problèmes de perte de balles. Quelle est la solution pour arrêter de faire n'importe quoi et de perdre le ballon autant? Il y a plein de trucs à dire encore une fois, mais je dirais... On va essayer de commencer juste sur PJ Washington. Ce que tu décrivais, il perd 8 ballons en fait en deuxième match. Et j'adore PJ, mais je pense que quand tu perds 8 ballons, c'est le symptôme pour moi d'un mec qui force à faire des choses qui dépassent sa fonction et dépassent sa capacité à créer. Donc je pense qu'il a beaucoup forcé avec un certain succès dans le shoot. Par contre, un énorme déchet dans la passe. Moi, ce qui est très frustrant dans ce volume de pertes de balles, et tu as raison, c'est un des problèmes majeurs, c'est beaucoup de pertes de balles dans la circulation de la balle, de manque d'attention, où je fais des trucs que je pense savoir faire, mais qu'en fait, je ne sais pas vraiment faire.
et ça génère un déchet. Et la solution, c'est pas tu vois, le pauvre Ryan Nembhard, là, il a rien à faire à meneur titulaire, hein, ça peut pas être une option. Le mec, il est tout ouais, enfin, c'est même pas imaginable. Rookie. Le point, ouais, et rookie, enfin, tu vois, on est vraiment dans un scénario où ça doit jamais arriver, Ouais. c'est ça. Je pense qu'on est rentré quand même dans une certaine forme de normalité pour moi hier, avec Dilo qui, à défaut de commencer, a un temps de jeu, j'ai pas regardé les chiffres exacts, mais pour moi, il a genre 29 minutes. Il a joué 29 minutes voilà. hier. Alors que contre Washington, il joue 8 minutes. Comment t'expliques? C'est encore un Alors truc. pour moi, Dilo, c'est pas la solution à tout, hein. Il a ses qualités, il a ses défauts et compagnie. Par contre, ce qu'il a su apporter, il a apporté de la créativité, il a apporté un jeu de passe. Il n'a pas tout réussi, hein, mais il a apporté une bonne circulation du ballon. Il a soulagé quand même d'autres joueurs qui se retrouvaient du coup à monter la balle, et je trouve quand même avec une certaine fébrilité pour certains. Et puis il a mis du scoring aussi. Il a mis du scoring et du shoot extérieur, il a mis du scoring en attaquant le cercle, ce dont on a énormément besoin. Je trouve qu'on n'a pas assez, je ne vais pas dire que c'est un slasher, mais on n'a pas assez de joueurs qui vont vers le cercle. Je trouve que Dilo a apporté un bon équilibre, et la victoire hier, c'est pas que Dilo, mais en tout cas, il a apporté un truc qui manquait sensiblement à l'équipe pour moi. Ouais, 24 points, 5 rebonds, 6 passes. Quentin, Dilo, est-ce que c'est la solution pour arrêter ces pertes de balles et puis gagner des matchs tout simplement? Est-ce que c'est ça l'équilibre de l'équipe? Ça Il passe faut le par mettre dans lui. le 5 de départ peut-être. On verra, potentiellement. Mais en tout cas, l'équilibre en attendant Kyrie Irving passe par lui parce que, donc, pour répondre à ta question, pourquoi il y a autant de pertes de balles, comme l'a dit Nikos, parce qu'il y a des joueurs qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Pourquoi ils le font? Parce qu'on n'a pas aussi bien le choix et on a besoin que Dilo se transforme en un meneur plus clean, qui aussi remonte la balle, qui empêche les pertes de balles, parce que toutes les pertes de balles qu'on a eues là, il y a une grande majorité, c'était ce qu'on appelle les pertes de balles quand le ballon reste en vie là. Donc en fait, c'est-à-dire que on perd la balle et en fait l'adversaire le récupère tout de suite, contre-attaque. C'est les paniers les plus rentables qui existent en NBA. Donc c'est aussi pour ça qu'on en mange 139, 120, etc. Parce que le nombre de pertes de balles où la passe elle est mauvaise, hop, et ça finit en contre-attaque, c'est des points donnés à l'adversaire. Donc, on a besoin qu'il y ait une structuration pour la remontée de balle, pour la fabrication du début des actions au moins. Et pour moi, Dilo doit beaucoup apporter. On a des joueurs qui peuvent marquer des points. Je demanderais peut-être pas forcément à Dilo à ce qu'il apporte beaucoup au scoring, mais en tout cas, qu'il apporte beaucoup pour moi à la structuration et à la propreté de notre jeu. Si on n'arrive pas à aller vite en contre-attaque, parce que c'est des points qui sont très faciles, il faut que ça soit aussi beaucoup lui qui soit là pour poser, pour calmer et pour éviter les 8 pertes de balles de P.J. Washington. Et puis les autres sont pas en reste, hein. Davis et Cooper Flag, ils en perdent 5 chacun, aussi par des moments où ils ont le ballon alors qu'ils n'auraient pas dû l'avoir. Dilo a un rôle très important. Vous savez que de ce que j'en pensais de la preview, je suis toujours pas très optimiste, mais ce qui est sûr, c'est que si les choses doivent aller mieux, elles iront mieux parce que Dilo aussi va step up et j'ai hâte de voir. Il faut lui donner des responsabilités. Il faut essayer de toute façon. Il était bon hier quand même. Il était pourquoi- bon. Il y a eu pourquoi un il peu est- de chance sur certains tirs, mais globalement, ouais, il a été bon. Il faut le dire et ça lui a fait du bien à sa confiance. On l'a vu à la fin du match. Et ça faisait plaisir. Tu vois, j'ai envie moi qu'il prenne confiance en lui, qu'il step up un peu dans cet effectif où il y a rien à la main. Donc j'espère qu'il va se nourrir un peu de ce match-là pour ça continuer sur cette lancée. Il s'est pris un beaucoup de pression de Jason Kidd en tout cas, hein. De jouer, Pourquoi il a joué que 8 minutes? parce que c'était pas Pourquoi bon. il a que joué 8 Parce que minutes c'était contre pas bon. Washington? Le deuxième match, hein, on y était ensemble, hein. Tu voyais, il n'a Bien pas sûr. du tout joué troisième et quatrième carton. On s'imaginait, il était à côté de nous justement, il faisait du vélo. Tu sais, on s'est dit, il a dû se faire je sais pas, un petit étirement, je sais pas, il veut rester chaud, du coup il fait du vélo. Conférence de presse, Jason Kidd dit non, il n'est pas du tout blessé, tout va très bien, Madame la Marquise. En mode, en gros, si je ne l'ai pas mis sur le terrain, c'est parce que je pense qu'il n'a pas été assez bon en fait. violent. Donc ça s'appelle un coup de pression en règle, hein. Totalement. Bon, alors j'aimerais qu'on parle aussi de Anthony Davis. C'est notre meilleur joueur et c'est un joueur qui, je dois l'avouer, m'a un peu frustré dans ses 3 premiers matchs. Alors il a été super fort contre Toronto, hein, je lui enlève pas ça, mais quand même, il a eu des bonnes stats hein, dans ces 3 matchs. Mais j'ai une impression qu'il doit faire plus. J'ai l'impression que c'est pas notre franchise player. Est-ce que vous avez cette même impression, Quentin? Allez, je commence avec toi. Oui et non. Oui, il doit faire plus. Non, quand même, c'est notre franchise player aujourd'hui. Mais effectivement, il doit faire plus. Pour moi, c'était pas des très bons matchs, c'était des bons matchs, mais il peut faire plus. Et surtout quand on voit les adversaires qu'on a affrontés. J'enlève San Antonio, j'en parlerai un petit peu après. Washington, il doit clairement faire mieux. Et Toronto, voilà, on a un peu retrouvé de ce que devrait être Anthony Davis, c'est-à-dire un joueur vraiment dominant. On sait qu'il vieillit, il est moins rapide, il va moins courir, etc. Cependant, il a quand même un statut à assumer et il y a plusieurs fois dans les matchs où j'ai été très frustré de lui. Là où je peux pardonner beaucoup à Cooper Flag pour le stress, le fait que le frérot, il a pas 19 ans.
Pardon. Davis, c'est un vétéran de chez vétéran. Il y a des pertes de balles ou des moments où il avait l'air peu impliqué. Waouh, on n'est plus en pré-saison là, mon gars. Donc j'avoue que je lui en ai voulu aussi un petit peu sur ces trucs-là. J'ai confiance en lui pour qu'il s'améliore. Mais c'est sûr que si on veut être bon et comme jusqu'au retour de Kyrie et rester à peu près à l'équilibre, on va clairement avoir besoin qu'il step up. Parce que là, c'est pas suffisant ce qu'on a vu. C'est pas non plus inquiétant. On voit quand même ce qu'il y a derrière, mais il faut faire mieux. Je pense qu'on est tous un peu déçus. Ouais. On était un peu frustrés, Nico, contre Washington, là, des ballons qu'ils ne maîtrisent pas. Je les trouvais un peu lents. On a envie qu'ils soient plus agressifs au cercle. Bon, c'était mieux contre Toronto quand même. Ouais, disons qu'après, quand tu regardes statistiquement, c'est assez positif en fait. Il est dans ses chiffres de 25, 28, sa douzaine de rebonds, tout ça, c'est assez positif. Moi, ce qui m'a particulièrement agacé, c'est les pertes de balles. Et deux, surtout, c'est un mec hyper talentueux avec un physique vraiment suffisamment imposant et un talent où tu te dis tu peux faire plus. Ce qui est frustrant, c'est ce qu'il rate, les petits trucs faciles qu'il rate. Tu vois, des N1, tu te dis il est suffisamment puissant pour la mettre, des dunks qu'il rate. Et tu te dis mais tu n'as pas le droit de faire ça en fait. On t'attend, accessoirement, tu vas prendre tes 60 bars par an là. Tu prends 60 millions par an, on t'attend à un niveau c'est pas juste un niveau de très bons joueurs, on t'attend encore au-dessus. Et ouais, on est exigeant avec toi, mais c'est en adéquation avec le statut que tu as voulu et le salaire que tu as. Donc, t'es bon, voire très bon, mais on attend encore plus que toi. Et tu as raison, Quentin, quand en face de toi, c'est Jakob Poeltl, excuse-moi, no offense, mais on attend à ce que tu surdomines en fait. Et c'est pas ce qu'on a vu. D'ailleurs, petite parenthèse, Davis, sur les 2 premières saisons de Wemby, c'était un joueur qui arrivait quand même plutôt bien à le contenir. Voilà, petite parenthèse pour dire à quel point la performance qu'on a eue lors du premier match, c'était lunaire. Hein. La mixtape qu'a pris Davis, franchement, c'était triste pour lui. Hein. On aurait dit justement ce que normalement Davis fait à un Jakob Poeltl, et ben là, Davis était à la place de Jakob Poeltl. Wemby, c'était totalement lunaire. Dur à vivre en tant que fan de Dallas parce qu'en France tout le monde parlait de ça dans les journées de sport et donc il y avait toute la highlight sur notre gueule. Bref, c'était dur hein, ce premier match, il n'a pas eu de chance, donc on s'est tous dit bon, c'était Wemby en face, demain c'est Washington. Et ben Washington, on n'a pas vu ce qu'on aurait dû voir, voilà. Surtout le lendemain de grosses défaites. Et la frustration, elle vient de ça, elle fait de la faiblesse de l'opposition. On a joué 3 équipes. À domicile. Comme on sait que Washington et les Raptors, ça va pas arriver dans le haut de la conférence Est. Hein. C'est ça. Ça fait Keyshawn George là, qui nous a fait la misère comme jamais. Oh, le match. Bien Keyshawn George, hein. Oh, le match. Mais il nous a rincé comme jamais. Et la frustration, elle vient de ça. Que tu te fasses ramasser par Wemby. D'ailleurs, c'est pas que Anthony Davis. D'ailleurs, ils sont tous passés. Hein. Washington, Derek Lively, Anthony Davis, ils se sont tous fait fumer. Mais par un alien, un mec extraordinaire. Donc il n'y a pas de honte à ça en fait. Moi c'est plus sur une adversité inférieure où tu dois dominer et tu n'as pas assez dominé. Bon allez, on parle un peu de Cooper Flag maintenant les gars, parce que bon, ça c'est quand même le point positif chez les Mavs, début de saison. Alors le premier match c'est un peu timide, mais on sent une amélioration match après match et on a l'impression qu'il y a un potentiel énorme. C'est le premier choix de la draft pour une raison. Nico, qu'est-ce que tu as vu de Cooper Flag jusqu'à présent dans ces 3 matchs? Le premier match, moi j'avoue qu'il m'a un peu fait peur, tu vois, parce que je l'ai trouvé un peu les mains qui tremblaient. Tu vois, on disait toujours c'est un mec qui est pas touché par la pression et compagnie. Et le premier match, il était un peu précaire quand même. Il était très maladroit, puis t'as l'impression qu'il n'osait pas. Ce qui est archi normal, mec, t'as 18 ans. Enfin, qu'est-ce que vous faisiez à 18 ans, vous? Tu veux pas en NBA devant 30 000 personnes, hein. Mais tu comprends que voilà, il a mis ça un peu derrière lui, puis il n'a pas été mauvais non plus. On attend tellement. Ah, par contre, deuxième et troisième match, alors là, on a vite compris en fait le potentiel du garçon des 2 côtés du terrain. Et moi, honnêtement, je suis déjà complètement archi convaincu. Hein. Enfin, il a un talent complètement irréel, une maturité physique de fou. Je peux dire qu'il y a un moment contre les Wizards où il y a à peu près toute la salle qui s'est levée. Il prend une impulsion à 2 pieds, il met un tomard, un dunk à 2 mains sur je sais plus qui a eu le malheur d'être sur son chemin. Et il nous fait à peu près la même chose, cette fois sur 1 pied contre les Raptors. Dans Mamou. Non mais là, c'est pas possible, c'est pas sérieux ce qu'on voit en fait. Le garçon a 18 ans là, et il a une capacité physique hors norme. Le stade se lève pour Flag. Ah, c'est ouais, le joueur qui nous fait nous lever de notre siège, en gros. Ouais, entre les actions spectaculaires qu'il peut apporter au dunk, en défense sur ses contres et la taille qu'il peut avoir. Et puis, il y a un autre truc intéressant, et moi, je veux vraiment insister là-dessus, c'est la maturité dans le jeu. Accessoirement, hier, il fait 0 perte de balle.
Quand même, le mec a 18 ans. En NBA, ça s'enflamme, tu vois, il peut prendre des shoots à 3 points. Il fait 0 perte de balle. Donc, ouais, moi, je suis déjà complètement bluffé et je suis déjà super impressionné. C'est que son match 3 et tu as l'impression qu'il est déjà en train de prendre son envol, là. En fait, la maturité est folle. Vraiment, on ne dirait pas un rookie. Et vu qu'on a une équipe un peu de vétérans, de joueurs qui ont quand même qui ont gagné des bagues ou qui ont des campagnes de playoffs très lointaines dans les pattes, je le vois totalement dans cette équipe en mode c'est un autre joueur de NBA qui a des années d'expérience. Et des fois tu t'arrêtes, il y a la stat qui passe sur l'écran, deuxième plus jeune joueur depuis à commencer ou je sais pas quoi, tu vois, et tu te rappelles qu'il a pas 19 ans. Et c'est incroyable et ça donne franchement un grand sourire pour la suite. Voilà, je suis totalement aligné avec ce qu'a dit Nico, donc je vais souligner un peu les points négatifs. Le premier match, bon, on oublie, c'est un premier match, il n'y a pas de souci. Il y a quand même quelques shoots où la prise de shoot me plaît pas forcément sur des tirs 2 points à longue distance. Bon, vous savez que c'est pas trop mon kiff. Ou voilà. Les pertes de balles, évidemment, il y en a beaucoup qui étaient très frustrantes, très évitables, je pense. Et du coup, c'est pour ça qu'hier, chapeau, gros point positif, le fait qu'il ait pas perdu la balle. Et puis voilà, des fois je regrette qu'il soit pas un peu plus expressif. J'aimerais bien le voir un peu plus, je sais pas, un peu gueuler quand il y a les tomeurs ou quoi. Et vraiment, on dirait un robot, ce qui est un point positif pour sa carrière. Hein. Les robots, c'est en général, comme Kawhi, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de points positifs. Le public, évidemment, qu'on l'a adopté parce que c'est notre lot de consolation pour oublier un peu la traîtrise qui s'est passée, même si on n'oublie rien. C'est cool que le stade se mette à chanter Flag au moment de l'hymne national, tous en chœur, comme ils le font avec les Dallas Stars, l'équipe de hockey. Donc ça, c'est une très bonne habitude que je suis content qu'on ait prise. Et voilà, le statut de titulaire est indiscutable. On va continuer à le suivre avec plaisir. Et puis hier, ouais, il y a un moment où en fait il enchaîne des paniers. Tu vois vraiment Moi, ça me fait penser, vous vous souvenez de la saison rookie de Luka Doncic face aux Rockets, ce match qu'on arrive à gagner là, à la fin du match parce qu'il fait, je sais plus, les 8 ou 10 derniers points de suite. Il y a un petit moment, ça m'a fait penser à ça. Et tu vois, voilà, un rookie qui a un talent où tu dis, ça va être exceptionnel dans les années à venir. En fait, le problème, c'est que Flag, c'est censé être une cerise sur le gâteau, les gars. Et là, malheureusement, j'ai l'impression que on est en train de devenir Flag dépendant. Enfin, peut-être pas encore, mais dans quelques temps, on va se le dire que c'est un de nos meilleurs joueurs. Intrinsèquement, oui, c'est un de nos meilleurs joueurs parce qu'il est déjà très très fort, très très haut. Après, non, je pense quand même pas qu'on en est à ce point-là. Et puis, on verra comment ça évolue. J'espère que ça arrivera un jour. Je pense pas que ça arrivera dans sa saison rookie quand même, vu les joueurs qu'on a. Et puis surtout quand Kyrie va revenir. En tout cas, ça donne très très envie de voir un vrai créateur, un vrai meneur qui est un porteur de balle avec Cooper Flag. Ça, on va attendre pour avoir le retour de Kyrie, pour avoir un joueur élite comme ça à côté de lui. J'avoue que moi, ça me fait saliver d'imaginer Kyrie, Cooper et AD sur le terrain. Ça donne très, très envie. Alors, un dernier joueur là que je voudrais citer, qui offensivement a été bon, c'est un des seuls finalement qui a été bon les 3 matchs, c'est PJ Washington. Il est en confiance, il attaque le cercle et il est à 17 points de moyenne, 55% au tir. Quentin, PJ, on voulait le voir sur le banc au début de saison, mais finalement, c'est un de nos meilleurs joueurs. C'est un peu le seul qui a été bon les 3 matchs. Ouais, alors je pense pas, on s'était dit que c'était la logique, vu qu'on savait que Klay Thompson avait une place un peu indiscutable. On s'attendait pas à ce qu'il nous fasse, ce 500 meneur. On voulait au final au contraire, que ce soit un joueur qui joue beaucoup. Il nous le confirme. Il nous confirme tout ce qu'on savait déjà de l'an dernier. Pour moi, c'est le joueur qui a été le plus satisfaisant sur les 3 matchs. Il fait tout ce qu'on lui demande. Et puis, ce que a dit Nico tout à l'heure au niveau des pertes de balles, qu'il en fait beaucoup, c'est aussi parce que on n'a pas de créateur. Voilà, je vais pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais globalement, c'est très très bon ce qu'il fait PJ Washington. Là, comme vous savez, on enregistre juste avant OKC. On verra s'il nous fait la classique de se transformer en Michael Jordan face au Thunder cette nuit. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur très fiable. On sait ce qu'on a avec lui, et je pense que le téléphone va beaucoup sonner pour d'autres équipes qui seraient très intéressées d'avoir un joueur comme PJ, et sa valeur vraiment est très 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 grande. Elle ne fait que continuer à augmenter. Et voilà, j'espère qu'il restera titulaire parce qu'il est vraiment trop important dans la NBA d'aujourd'hui pour notre équipe. On a bien fait de faire son extension de contrat avant que la saison débute, parce Yes. que tu mets le PJ Washington, là, tu multiplies ça par 3 mois à ce niveau-là, le chiffre c'est plus le même. Donc moi je suis ravi de le voir, et une nouvelle fois des deux côtés du terrain. Des deux côtés du terrain, où pareil, il met encore un de ses contres hier. Et il est vraiment présent, et il est essentiel du coup pour moi au rouage des Mavericks. Et aujourd'hui, si tu me posais la question,
qui tu sors du 5, ça serait pas PJ. Est-ce que c'est notre alors je vais dire troisième meilleur joueur après Irving et Anthony Davis? Question compliquée. Oui, c'est compliqué, Je vous laisse mais réfléchir. aujourd'hui, je dirais oui, globalement, intrinsèquement, même si c'est difficile de comparer à un Lively, par exemple, mais oui, la question, c'est combien de temps il va falloir un Cooper Flag pour devenir meilleur, quand même quelques mois, j'imagine. Mais oui, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire être très efficace en défense, être très adroit à 3 points. Et puis maintenant, il arrive à se créer un petit peu son tir à l'intérieur. Je disais tout à l'heure qu'il n'était pas efficace, je suis un peu sévère. Je veux dire, je suis content qu'un certain fait une possession, quand il reste plus que 4 secondes à l'horloge. Quand il est dos au panier, il arrive quand même de temps en temps à te faire un petit jumper, à te faire un petit hook, et ça te met des points. C'est un gros point. Il l'avait pas ça il y a 2 ans quand il est arrivé chez nous. Je pense que ça reste quand même une satisfaction depuis qu'il est arrivé à 100%. Quoi, Je sais pas si c'est le 3e meilleur joueur, j'aime pas trop les classements comme ça, mais en tout cas, c'est un joueur indispensable aujourd'hui dans la rotation. Ça, c'est une certitude, et même voir aujourd'hui, même dans le 5 de départ. Donc, si on me dit Derek Lively est blessé, ou on me dit PJ Washington est blessé, je préfère quand même, et je souhaite avoir les deux sur le terrain évidemment, mais je pense que l'impact sera plus important si l'ami PJ il est blessé. D'ailleurs, je pense que c'est le joueur qui doit avoir le plus de minutes. En moyenne, nombre de minutes moyenne par match. Pour moi, c'est le joueur qui doit avoir le plus de minutes parce qu'il peut des fois un petit peu se mettre quand il n'a pas un problème de faute. Hein. Il n'est pas obligé de se cramer autant offensivement que pour le faire à Anthony Davis par exemple, mais il est tellement important au niveau de la défense que moi ça me dérange pas si Jason Kidd il force un peu et qu'il tourne à 37-38 minutes de moyenne par match en saison régulière. Dernier truc, moi qui aime les cols bleus du basket particulièrement, et c'est vraiment PJ Washington, pour moi c'est vraiment un col bleu du basket, on le sent engagé auprès de l'équipe. Je vous invite à revoir l'espèce de tomard que met Cooper Flag, là, un dunk énorme. Regardez PJ Washington sur le banc. C'est un marsupilami. Cette image, elle est extraordinaire. Il saute sur place, mais d'engagement, on sent vraiment mais super engagé à donf avec l'équipe. Et c'est le plaisir de voir ça. Bon les gars, on a parlé de cette attaque qui a des énormes difficultés en début de saison. Mais Dixit Nico Harrison, c'est la défense qui gagne les championnats. Alors on avait dit avant le début de saison dans notre preview que pour être performants, les Mavs allaient devoir être dans le top 5 des défenses de NBA et il faut admettre que pour le moment ce n'est pas le cas. Alors pour l'instant leur rating défensif est à 116, c'est 18e de NBA. Ils se sont pris 125 points contre San Antonio, 117 contre Washington et malgré la victoire, ils se sont quand même pris 129 contre Toronto. En défense, les gars, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment loin de nos attentes. Nico, qu'est-ce qui va pas non plus en défense? C'est clairement loin de nos attentes. Après, est-ce que la défense gagne des championnats? Je vous laisse philosopher ça là-dessus pendant 4 heures. Je ne pense pas, mais enfin, pas uniquement. Mais effectivement, c'est pas extraordinaire. On peut dire que on est tombé tous les soirs sur un joueur qui fait un match exceptionnel, mais c'est le principe d'une défense en fait. C'est justement d'être capable d'arrêter ou de limiter les joueurs qui sont des grands talentueux. Wembanyama le premier soir, on l'a dit, extraordinaire. Keyshawn George, j'aime beaucoup Keyshawn George, mais qui nous met 35, 33. Comme ça, 33. Scully Barnes qui est un super joueur, mais pareil, qui met 33 hier. Et surtout la difficulté, moi je trouve que les joueurs sont pas à leur place. On sent qu'il y a une lenteur, globalement, hein, il y a une lenteur dans les déplacements, dans les bloquer un peu les couloirs de passe. Et puis je trouve qu'on est faible en fait mais ça comme prévu, sur la défense sur les postes extérieurs. Et je ne vous parle même pas de Klay Thompson qui honnêtement était plus proche d'un plot qu'un défenseur réel de NBA devrait l'avoir. Franchement, c'était super frustrant contre Washington et assez logiquement on l'a peu vu en deuxième mi-temps parce qu'il était en galère face à la rapidité des joueurs de Washington. Alors est-ce que c'est notre défense à l'extérieur, Quentin, comme dit Nico, qui nous fait défaut? Des joueurs qui sur le papier sont tous des très bons défenseurs, tu dis ça va être une superbe défense, c'est pas le cas, ou vice versa. Je prends l'exemple pour parler de Dallas. Souvenez-vous la saison, on va en finale de conférence avec Dinwiddie, Jalen Brunson, Luka Doncic. C'est une saison où on a une excellente défense. Alors qu'il n'y avait pas vraiment de joueurs qui étaient bons défenseurs sur le terrain. C'est beaucoup une histoire de communication aussi, que les joueurs ils se connaissent, ils savent très bien communiquer, ils savent très bien que quand il y en a un, il va faire ça, ça veut dire que hop, je dois couvrir, je dois aller là. Je pense aussi qu'on a des joueurs qui ont peut-être besoin d'un peu plus de temps. Anthony Davis, Cooper Flag qui arrivent, qui sont nouveaux. On a aussi sûrement des joueurs qui sont peut-être aussi maintenant limités, Klay Thompson. En tout cas, on sait que clairement, le niveau des défenseurs individuels, il y a de quoi être très bon. Donc ça, faut pas, je pense, s'alarmer. Faut un peu s'inquiéter. Voilà.
Et j'ai assez confiance, quand je vois les joueurs qu'il y a dans l'équipe, j'ai assez confiance en eux pour qu'ils arrivent à ce que ça s'améliore. Autant l'attaque, je suis pas très optimiste que ça s'améliore. La défense, je suis assez optimiste. Il y a un truc qu'on peut faire tout de suite, soigner la balle et limiter les pertes de balles. Parce que le nombre de points qu'on encaisse en contre-attaque rapide, c'est le pire. C'est vraiment, c'est 2 points garantis dès que tu perds la balle et que la balle, elle ne sort pas et qu'elle reste en vie sur le terrain. Donc ça, il faut qu'on arrête, parce qu'on a quoi? J'ai pas les stats, mais on a dû faire plus de 20 pertes de balles sur 2 des 3 matchs au moins. Ça, c'est terrible, c'est terrible. Donc c'est aussi pour ça qu'on en mange 139, et que voilà, il faut qu'on soigne ça, quitte à aller moins vite sur les remontées de balles, mais il faut arrêter de perdre la balle comme ça. Tu l'as super bien résumé, Quentin. C'est une affaire collective, c'est pas une affaire individuelle. Je rajouterais un truc, quand même l'intérêt aussi d'avoir un grand 5, c'est aussi d'être supérieur au rebond. Et là, c'est un peu ce qui est frustrant, c'est justement on ne l'est pas en fait. Je regardais face à Washington, on avait un énorme avantage de taille qu'on n'a pas du tout exploité. On devrait les assommer au rebond, offensive et défensive. Et là, on était très très loin du compte. Et vous ne croyez pas qu'il y a un problème d'énergie et de motivation? Il y a une action là, l'action dont tu parlais tout à l'heure, Nico, où Flag il fait son dunk et il y a tout le stade qui se lève. Les Mavs vont revenir là contre Washington dans le 4e. Et derrière, il y a une contre-attaque de Washington. Et là, il y a un N1. Et qui c'est qui fait la faute? C'est Flag. Comment c'est possible que Flag, il est en train de dunker d'un côté et que sur la contre-attaque, c'est le premier défenseur qui malheureusement fait la faute? Tu crois pas qu'il y a un problème de motivation aussi des autres joueurs? Je sais pas si c'est de la motivation. J'avais l'impression qu'il y avait un problème de concentration. Il s'enflammait, il y a eu d'enflammades sur certains moments et des manques de concentration ou d'attention sur des choses très simples. Il y a beaucoup de pertes de balles contre Washington, c'est des trucs très très bêtes en fait. C'est vraiment, j'ai notamment une image en tête, là, PJ Washington qui veut faire une passe, il est après la moitié du terrain à Anthony Davis, et Anthony Davis ne regarde pas en fait. C'est un truc de fou, il y a plusieurs choses comme ça, pour moi c'est vraiment un problème d'attention et de concentration. Si on réussit à déjà augmenter ces choses-là en faisant plus attention à certaines parties du basket, je pense qu'on sera plus performant déjà. Et puis, je pense quelque chose qui peut un peu expliquer, notamment ce qui s'est passé face à Washington, où j'ai vu AD, j'ai trouvé pas trop, des fois pas forcément autant impliqué que ce qu'il devrait être. Je pense qu'il peut avoir aussi le cas d'un joueur comme Anthony Davis qui a plus de 30 ans, qui est champion NBA, une nouvelle saison régulière face à une équipe comme Washington. Pas dire qu'il s'en fout, mais clairement, il n'était pas à 100% comme si c'était un match de playoff. Face à une équipe où il y a beaucoup de jeunes qui, eux, vont se donner à fond parce que ça va être leur premier match de NBA, ils jouent contre des stars, etc. Donc je pense que ça peut être un mélange des deux. Il y a clairement de la concentration, notamment pour Cooper Flag qui a pu corriger. Et puis AD, à certains moments, j'ai pu trouver que c'était peut-être aussi de l'implication qui n'était pas là où elle devrait être, comme on l'a dit tout à l'heure, pour un joueur de son calibre qui doit être notre franchise player indiscutable en l'absence de Kyrie Irving. Donc il y a un peu des deux. J'ai hâte de voir cette nuit. Donc on joue pour la première fois une très grosse équipe, parce que San Antonio, on les attendait pas aussi fort. Donc je les mets pas dans la case des très grosses équipes. J'espère voir au moins de l'envie. Je m'attends pas à ce qu'on gagne parce que c'est giga fort. Bon, il leur manque Jalen Williams. Mais au moins, voilà, je veux voir des joueurs qui se donnent à fond. J'ai pas de souci pour PJ Washington. AD, j'en attends beaucoup. Je veux que Chet Holmgren, tu t'es plus lourd que lui, t'es plus costaud que lui. Et j'attends beaucoup de sa part pour voir comment on réagit vraiment face à une grosse équipe. Une dernière petite question, là, tant qu'on est encore sur cette défense. Lively, 10 minutes contre San Antonio, donc il avait des problèmes de faute, mais après 19 contre Washington, et puis je crois qu'il a fait à peu près 20 minutes aussi contre Toronto. Est-ce qu'il joue assez? Je m'attendais à ce qu'il ait plus de minutes en vrai. Je dirais surtout, est-ce qu'il n'est pas un peu naïf défensivement? J'adore Derek Lively, mais alors un des trucs marquants contre San Antonio, on peut dire que Wemby est exceptionnel, évidemment. Enfin, il faisait preuve d'une naïveté à se jeter constamment. Il a fait beaucoup de fautes bêtes, et même chose contre Washington. Il a fait beaucoup de fautes bêtes au rebond, ce qui est très négatif pour lui. Il prend des fautes, il n'a pas besoin de prendre des fautes sur des actions où tu as déjà perdu la balle, à croquer dans toutes les feintes. Il faut canaliser son énergie, quoi. Et je pense que là, il est encore un peu foufou, tu vois. Et lui, il a beaucoup de choses à prouver, mine de rien. Hein. C'est sa 3e année. On attend un Derek Lively comme un titulaire indiscutable des Mavs. Alors là, ça bouge pas. Et on a Anthony Davis 4, lui en 5. Daniel Gafford va revenir. Ça va peut-être lui mettre un petit coup de pression. Moi, j'attends Derek Lively à un niveau supérieur. Hein. Dans le scoring, dans le rebond, dans le contre. Je trouve qu'il en a encore sous le capot et il faut qu'il nous en montre plus. Hein.
Dans le rebond, dans le contre, ouais, je suis assez d'accord. Dans le scoring, je sais pas, parce que je pense qu'on était aussi un peu trop habitué à Derek Lively qui joue avec Luka Doncic. Et aujourd'hui, on n'a plus de créateurs comme, comme Luka Doncic et Kyrie n'est pas là. Derek Lively, c'est pas un joueur qui, je trouve, sera efficace pour créer pour lui-même. Donc, est-ce qu'il doit jouer plus que 20 minutes alors qu'on sait à quel point Anthony Davis est bon poste 5? Compliqué. Parce que si Lively Quentin, joue, ça veut dire qu'il n'est pas 5. quand Gafford va revenir, il va prendre des minutes à qui? Et on se retrouve comme l'an dernier, vous vous souvenez de l'embouteillage? Ça va être un embouteillage monstre. Mais vraiment, ça va être, on en revient à l'éternel débat qu'on a eu tout l'été, hein. C'est pour ça qu'il y a un trade logique pour soit Gafford, soit Lively, pour faire venir un créateur. Franchement, je vois pas comment ça va être autrement. Parce que moi je trouve que c'est très bien de donner que 20 minutes, mais par contre, pendant 20 minutes, il peut se donner à fond, au rebond et au contre notamment, en étant un peu moins con sur les fautes. Et ça me dérange pas qu'il joue que 20 grosses minutes par match. Mais par contre, ouais, j'en attends plus défensivement et au rebond. Il y a eu des très beaux éclats, il y a eu des beaux contres et tout. J'en attends un peu plus défensivement de ce côté-là. Nico, tu m'as posé la question pendant qu'on regardait Washington là, au stade. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu changerais, toi? Vas-y, t'es le coach, qu'est-ce que tu changerais? Alors, à part Fire Nico, hein, parce qu'il y a eu quand même les chants Fire Nico à la fin du match de Washington. Honnêtement, j'avais mal pour les joueurs. Honnêtement, c'était compliqué et j'avoue que j'ai même chanté avec le public. Mais à part Fire Nico, quels sont les changements qu'on pourrait faire pour améliorer les choses? Nico, est-ce que tu as réfléchi à cette question? Ouais, j'ai à peu près toujours la même analyse. Malgré tout, il faut laisser du temps. Faut quand même pas non plus trop s'agiter. Ça fait que 3 matchs. Alors, tu sais, les révolutions de palier, et tu as raison, Quentin, la hiérarchie dans le 5 de départ, c'est la hiérarchie des statuts. Donc tu peux pas tout bousculer au bout de 2 matchs. Autant dire que Klay Thompson, il me sort par les oreilles déjà au bout de 3 matchs. Pourtant, ça serait pas une bonne idée de le sortir du 5 de départ. Faut lui laisser un peu de temps, faut tester des choses et faut pas se précipiter. Moi, après, au-delà du 5 de départ, je veux voir plus souvent un meneur sur le terrain. Donc ça veut pas dire que je veux voir D'Angelo Russell sur le terrain, enfin dans le 5 de départ. Je trouve que hier, avec D'Lo sur le terrain, on était plus performant. Brandon Williams, c'est pas là pour des raisons personnelles, mais je pense qu'on devrait avoir plus de temps avec quelqu'un qui est capable de monter la balle, de créer davantage. Moi, je trouve ça assez marquant. Je comprends ce qu'il essaie de faire, Jason Kidd. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. Je dis juste qu'on a besoin d'un créateur. Et si D'Lo n'est pas le bon joueur, eh ben dans ce cas-là, on n'aurait pas dû le prendre, en fait. Parce que c'est quand même la solution alternative qu'on a choisie. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, qu'on a vraiment, vraiment intérêt à faire ce que tu décrivais, Quentin, qui est de faire ce trade avec Gafford, Lively pour récupérer un meneur, s'il n'en est pas convaincu. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est que je le trouve déjà pas convaincu, alors que c'est 3 matchs. Donc, je comprenais pas, le deuxième jour, je me disais, mais c'est pas possible. En fait, il est déjà blacklisté, D'Lo, là, et il rentre même pas en deuxième mi-temps, alors que c'était criant qu'on avait un grand problème à la main. Heureusement, là, le match d'hier remet un peu les choses dans le bon ordre. On a redonné du temps de jeu de D'Angelo Russell, qu'il a bien utilisé, qui a apporté beaucoup dans la création, dans le scoring. Pour faire court, moi, je veux voir plus de mouvement. Je veux voir plus de circulation du ballon. C'est ce qu'on a vu quand même à Toronto, c'est positif. Je veux voir plus d'engagement défensif de l'équipe, et surtout plus de concentration. Le 5 de départ, j'y touche pas pour l'instant. Je donne juste plus de temps un peu à avoir un meneur sur le terrain. C'est ce que je ferais, moi. Allez, Quentin, à toi, qu'est-ce que tu changerais? Déjà, pour commencer au niveau de nous, les fans, je pense que faut peut-être un peu changer les expectations pour ce qui est de cette équipe sans Kyrie Irving. Moi, vous savez, je les ai mis à peu près à l'équilibre, parce que je pense que sans Kyrie Irving, on sera pas à l'équilibre, on sera en dessous. Donc je pense qu'il faut aussi être un peu plus clément sur les résultats de l'équipe, parce que effectivement on est très limité de ce point de vue-là. Je pense qu'on est bien conscient déjà. Ensuite, au niveau des changements, en plus que ce que Nico a dit, je suis assez d'accord. J'essaie quand même de remettre un petit peu en question le statut de Klay, pas en tant que titulaire, mais au niveau des minutes, parce qu'on a notamment un Max Christie qui est très bon sur ce début de saison. Et Christie, honnêtement, peut faire le taf de Klay Thompson offensivement. Donc j'essaie un peu de challenger ça, quitte à ce que ça booste et ça motive Klay Thompson. Parce que le spacing de Max Christie, perso, j'aime bien. Au niveau des meneurs, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'on se concentre vraiment sur prendre soin du ballon et éviter les pertes de balles, les pertes de balles débiles, ça il faut absolument. Et puis voilà, globalement, de la patience sur ça. Et puis aussi, ouais, plus quand même de motivation, je pense, d'implication sur des adversaires faibles, parce qu'il faut se dire que c'est des matchs qu'on doit prendre encore plus à domicile. Là, on commence la saison par
5 matchs à domicile, je crois que c'est pareil depuis 83 qu'une équipe fasse ça. J'avais vu la stat, c'est totalement fou. On n'en profite pas trop là. On risque d'être en 1-3 après le match de cette nuit. Donc bon voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre et qu'on prenne les matchs qui sont faciles et qui doivent être pris comme ça. Parce que à l'Ouest, ça pardonne vraiment pas. Donc voilà, pas grand chose à changer pour l'instant, comme a dit Nico, c'est un début de saison. On se calme, on ne change rien radicalement, on cherche à s'améliorer sur certains points. On commence par les pertes de balles. Voilà. Ok, ben je rappelle le programme pour les Mavericks, les 5 prochains. Donc là, Oklahoma City Thunder à domicile, Indiana à domicile, et ensuite premier match à l'extérieur contre Détroit et Houston, et ensuite on revient à domicile contre New Orleans. Le schedule là, les prochains adversaires vont être plus relevés que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vous êtes confiant là, ça va aller mieux quand même. On était au fond du trou là contre Washington, mais à partir du moment ça va aller mieux. Après, attention, hein, peut-être aussi que la grosse adversité, ça va aussi motiver les équipes. Hein. Tu sais, on parlait d'Anthony Davis tout à l'heure qui était un peu frustrant dans son niveau d'implication. Je pense que lui, sur son petit calendrier, il coche probablement beaucoup plus la case OKC qu'il a coché la case Washington Wizards. Hein. Donc j'espère que dans ces matchs qui vont être plus importants, plus visibles et partagés, ils vont step up leur game. Moi, c'est ce que j'attends. Et puis j'aurais une petite faveur aussi, si on pouvait enfoncer un petit peu plus les Indiana Pacers, je sais que ça me fera plaisir. C'est juste pour une petite pique pour Quentin. Les pauvres, ils ont déjà plus aucun. Je crois qu'ils ont deux blessés en début de saison, les pauvres. Bref, oui, ce match face aux Pacers, clairement, il faut le prendre. Pistons Rockets, faut essayer d'en prendre un des deux. Bref, on voit que on va lutter, vraiment, je pense, pour s'accrocher à être à 50% avant janvier. Hein. Franchement, c'est chaud. En fait, il y a tellement d'équipes qui sont bonnes sur le papier qu'il va y avoir très peu de matchs qui vont être des matchs de repos. On pensait que les Wizards sans rien, c'est même pas le cas. Donc voilà, faut faire gaffe au planning, pas se rusher et surtout pas se blesser aussi parce que pour l'instant ça va, mais on voit déjà pas mal de joueurs d'autres équipes qui commencent déjà à avoir des blessures, Luka notamment. Voilà, moi le plus important aussi c'est que AD il reste en forme pour qu'on puisse step up petit à petit défensivement, offensivement et qu'on arrive à trouver notre lancée. Ouais, faut aussi respirer ces 3 matchs. Hein. Quand on regarde le classement, il y a une équipe qui est dernière à l'ouest. Vous savez qui c'est cette équipe dernière à l'ouest? Pas Houston du coup? Ouais, c'est les Rockets. Ouais. Donc bon, ok, c'est que 2 matchs, on a du temps. C'est plutôt l'impression visuelle qui était décevante, mais ce n'est que le début de saison, donc on s'emballe pas trop non plus. Merci les gars, je vais essayer de pas trop paniquer. Alors même ce soir contre Oklahoma City. De toute façon, je regarderai tous les matchs parce qu'il y a Cooper Flag et voir l'ascension d'un joueur comme ça, même dans une équipe qui gagne pas beaucoup, ça fait plaisir. Donc je reste optimiste. On va continuer à Audi Mavs. Ouais, vas-y Quentin. Là, je disais par rapport par rapport à l'ascension de Cooper Flag, après effectivement les matchs 2 et 3 que j'ai vus, c'est sûr qu'on va avoir, je pense, un match à 40, je sais pas, mais on va avoir un match à 35 points dans la saison de Cooper Flag. De ce que j'ai vu, on va en avoir au moins un. Et j'avoue que j'ai très hâte. Là, j'ai vraiment en tête le spin move avec le alley-oop qui était magnifique. Et le geste qui m'a le plus plu, je crois que c'est face à Washington. Il n'y a que 2 trucs qui m'ont plu dans tout le match. C'est les champs Fire Nico en 1, où vraiment j'étais très heureux. Et en 2, je crois qu'il y a un reverse layup de Cooper Flag qui est mais splendide, qui est exceptionnel. Vraiment, ce move, j'ai oublié quelques secondes qu'on était en train de perdre face aux Wizards. C'était exceptionnel. Donc j'ai très hâte, de voir cette ascension et de ce premier match où vraiment on va être comme des fous à dire, voilà, première fois qu'il franchit les 30 points, il est à 20 points à la mi-temps, voilà. Hâte de s'enflammer avec lui. J'ai fait la remarque à Nico là, à l'American Airlines Center. On regardait les maillots. L'année dernière, honnêtement, 80% des maillots, c'était Doncic. Bien sûr. Et là, avec Nico, on a regardé. Franchement, il n'y en a quasiment aucun. Alors déjà, je me dis, les fans, ils sont comme Quentin, ils ont plusieurs maillots. Mais j'ai trouvé ça incroyable qu'il n'y ait plus un seul maillot de Doncic. Mais pour l'instant, les maillots sont assez dispersés. Il y a du D'Lo, il y a du Flag, il y a du Davis, il y a du Irving. Mais dans combien de temps est-ce que ça va être 80% du Flag? Ça, je vous laisse réfléchir. À mon avis, relativement bientôt, honnêtement. Parce que s'il continue comme ça, je trouve qu'il porte beaucoup d'espoir. Et ouais, puis c'est super excitant de le voir. Une nouvelle fois, ça fait 3 matchs, mais c'est super excitant de le voir franchir super vite toutes ces étapes et se retrouver déjà à 22 points, avec une impression visuelle déjà de domination, alors qu'il a 18 ans une nouvelle fois. C'est un truc de fou quand même. Par rapport au premier match qu'il y a eu sur la saison, on va pas s'emballer, mais
il y a l'air d'avoir, pas que lui, au niveau des rookies, il y a l'air d'avoir des sacrés rookies. Celui de Philadelphie, c'est ça, VJ Edgecombe, un truc comme ça. VJ Edgecombe. La course au Rookie of the Year, franchement, il y a moins que ça soit exceptionnel, parce qu'on sait que Cooper est pas aidé par le fait qu'il soit dans une équipe qui joue, qu'il soit avec des grosses stars autour de lui. Il y a moins que ça soit très disputé, en fait, et que chaque mois, on fasse un peu une petite guéguerre pour que Cooper il reparte avec le titre à la fin. J'avoue que ça me plaît bien. Dernier mot là-dessus, le top 3 des rookies, on est vraiment sur... c'est super impressionnant. Parce que Dylan Harper aussi, hein. Pareil, hier, il met 22. Avec une impression de domination également, visuellement. Allez, merci d'avoir écouté Howdy Mavs. Bon match contre le Thunder tout à l'heure. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt. À la prochaine. Salut tout le monde. Ouais, salut tout le monde.